Pensez-vous que, comme le disent les écologistes, la planète est en danger? La planète, non. La vie humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans les conditions de confort matériel, de forte consommation et de tirage sur les ressources naturelles, les énergies, etc., oui, nos sociétés telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, centralisées, la mégastructure, etc., oui, ça c'est en danger. Mais la vie en elle-même, elle n'est pas en danger. La vie, tant qu'il y aura de l'énergie qui arrivera du soleil, tant que le soleil sera présent, c'est-à-dire à l'échelle de la vie, humaine, la vie sur la planète n'est pas menacée. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas se transformer. Corollaire à la question, que pensez-vous de ce slogan des écologistes « La planète est en danger » ? Je pense que c'est du marketing politique et qu'il faut, à travers ça, alerter. Donc on cherche toujours, c'est un peu le but des slogans, c'est le jeu des slogans politiques. Nous aussi, dans la décroissance, on a quelques slogans qui peuvent être critiqués. Donc ils cherchent à alerter sur un sujet qu'on a mis de côté pendant trop longtemps, les questions environnementales, et qui aujourd'hui est rentré dans le débat politique, pas toujours pour le meilleur. Je pense que c'est ça c'est vers là que tu souhaites aller. Ah, les questions, elles s'adressent à Vincent Liéget, c'est lui qui répond. Dans le même ordre d'idées, croyez-vous un réchauffement climatique en cours, premièrement, dû à l'action industrielle de l'homme, et deuxièmement, aux conséquences catastrophiques pour la vie sur Terre? Si oui, à l'une ou à l'autre ou aux deux questions, pensez-vous qu'il faille lutter contre et de quelle manière? Alors là, c'est un sujet très complexe. Et je pense que là aussi, il y a eu une dynamique politique derrière les travaux du GIEC. D'ailleurs, les rapports qui ont été publiés autour du changement climatique et de la responsabilité des activités humaines dans ce changement climatique, qui à mon avis s'est focalisé un peu trop dessus. C'est qu'à un moment donné, avec le film d'Al Gore, on connaît en plus les relations et les intérêts économiques d'Al Gore et de son entourage avec la bourse au carbone de Chicago, avec ce genre de choses. Donc il y a eu des phénomènes, on s'est totalement focalisé sur ces questions-là. Je pense que ça reste un débat qui doit rester scientifique, ouvert et extrêmement complexe. On est sur des modèles et sur des phénomènes qui sont extrêmement difficiles à comprendre, à modéliser, à analyser avec peu de recul. Donc je suis ce que dit le GIEC, je lis les rapports. Le dernier rapport est très catastrophiste, très alarmant, tout en restant prudent par rapport à ce qui peut être dit, parce que je pense que ça peut être plus compliqué que ça. Juste un exemple, il y a des différents phénomènes qui sont extrêmement compliqués. Il y a ce phénomène qu'on appelle par exemple l'assombrissement planétaire, où d'un côté, d'après ce que dit le GIEC, on a les activités humaines qui entraînent une plus forte concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui entraînent un réchauffement climatique lié à ces activités. Et en parallèle, les activités humaines, notamment les avions, etc., mettent dans l'atmosphère notamment de la vapeur d'eau qui filtre les rayons du soleil, et donc on a une quantité d'énergie par mètre carré reçue par le soleil, du fait de ces activités humaines, qui est plus faible. Donc on a différents phénomènes comme ça, avec des dynamiques très différentes. Donc il faut être très prudent par rapport à ces questions de changement climatique, et comme je l'avais dit par ailleurs, nous on est plus dans le quand bien même, c'est que même si on pouvait continuer à polluer, à consommer, à tirer toujours plus d'énergie fossile, etc., ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire on n'est pas heureux dans ce modèle de société, on consomme toujours plus, donc il faut faire un pas de côté et réinventer d'autres modèles de société. Et l'autre chose, c'est que changement climatique, ou tel que défini par le GIEC ou pas, ça n'enlève rien aux questions autour de la raréfaction des énergies fossiles, des métaux, et aussi, ça n'enlève rien au fait qu'on a mis en place aujourd'hui une agriculture qui détruit, appauvrit les sols, qui est dépendante du pétrole. Donc il y a différents phénomènes. Et je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur un phénomène, qui plus est un phénomène qui est très complexe et où le débat scientifique continue et doit continuer. J'entends bien, mais votre conviction profonde, donc, par rapport notamment au dernier rapport du GIEC, est-ce que vous êtes agnostique, sceptique? Est-ce que vous croyez ce qui est indiqué dans ce rapport? Quel est votre niveau de distance, si vous en mettez une, entre votre conviction et ce qui est écrit par le GIEC? Je le lis avec attention, avec intérêt.
avec prudence, comme tout ce que je peux lire ici ou là. Et je pense qu'il faut être très prudent. L'histoire des sciences a montré qu'à un moment donné, la communauté scientifique s'est dirigée vers certaines directions pour revenir en arrière ou partir vers d'autres directions. Et je crois qu'il faut être prudent avec ce rapport-là, comme beaucoup d'autres choses que l'on peut lire sur le nucléaire, que l'on peut lire sur l'agriculture, que l'on peut lire sur les questions énergétiques, même sur la raréfaction des énergies fossiles, des pics de production, etc. Je crois qu'il faut être prudent surtout. En conséquence, que pensez-vous de l'utilisation par un certain nombre de décroissants, justement, de l'argument du réchauffement climatique? J'en reviens à ce que on disait tout à l'heure. Nous, on fait partie de ces décroissants qui ne sont pas dans la logique de « il faut », même si quelque part il le faut, il y a une pression, surtout je pense énergétique, mais on est dans la logique de c'est souhaitable de changer, c'est souhaitable de rompre avec la société de croissance, c'est souhaitable de poser la question de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, pour se réapproprier le sens que l'on donne à la vie, pour se réapproprier de l'autonomie, de la convivialité et du bien-être. Et qui plus est, de la non-violence, de la démocratie, diminuer les inégalités, etc. Un dernier mot sur le GIEC qui parle dans son dernier rapport de la géo-ingénierie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la géo-ingénierie, c'est... qu'est-ce qu'ils entendent par ça? Ce sont des techniques qui sont proposées oui. par un certain nombre de bureaux d'études ou de chercheurs d'avant-garde pour contrer de façon technique le réchauffement climatique. Par exemple, envoyer dans l'atmosphère des panneaux réfléchissants, enfin anti-réfléchissants, pour limiter l'échange entre les rayons solaires et l'écorce terrestre. Pour citer Mark Twain, on a repris une de ses phrases dans notre livre, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Et je crois qu'il reste toujours dans cette approche technoscientiste de la société, c'est qu'on a un problème qui vient de ce modèle technoscientiste tel que défini par le GIEC, donc un réchauffement climatique qui proviendrait de la mise en place de la société industrielle, l'utilisation d'énergie fossile en quantité monstrueuse et de rejet de gaz à effet de serre dedans. Et pour contrer ce problème-là, plutôt que de prendre le problème à la racine, au contraire, on essaie de rajouter des couches palliatives par-dessus en créant toujours plus de technostructures qui n'a pas de sens. Serge Latouche dit qu'il n'y a rien de pire qu'une société croissante sans croissance, ce qui pourrait également constituer une définition de la notion de récession, selon certains. Ainsi, les situations de la Grèce et du Portugal, voire de la ville de Détroit, ont été ainsi considérées soit comme des laboratoires de la décroissance par certains observateurs, soit comme des prémices de la récession par d'autres. Qu'en pensez-vous et quelle différence faites-vous entre la notion de décroissance et celle de récession? Alors, c'est en aucun cas, que ce soit la Grèce, Détroit, ce genre de régions qui ont connu de manière tragique de fortes récessions, c'est en aucun cas des laboratoires de la décroissance. Par contre, c'est des exemples de ce qui risque d'arriver un peu partout si on n'anticipe pas la transition vers de nouveaux modèles de société. Et nous, on fait vraiment la distinction entre décroissance, qui est ce slogan provocateur, qui est cette nouvelle pensée politique qui a pour but d'ouvrir un débat de société sur le fait qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas souhaitable, sur le fait qu'il faut mettre en place des transitions démocratiques et sereines pour se désintoxiquer à la croissance économique. Et là, je rejoins totalement Serge Latouche, qu'il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. Alors que la récession, c'est ce dans quoi on est depuis plusieurs années. Il n'y a plus vraiment de croissance dans les sociétés occidentales. La récession, c'est cette société qui a toujours besoin de plus de croissance. On est économiquement totalement dépendant de la croissance. On crée de l'argent, on faut rembourser les taux d'intérêt. Si cet argent n'a pas produit de la croissance, on ne sait plus la rembourser. C'est le système économique qui explose. De la même manière, les politiques sans croissance ne sont plus capables de faire rentrer de l'argent dans les caisses publiques. Elles ne sont plus capables de financer ce qui fait encore de nos sociétés des sociétés démocratiques, l'éducation, la santé, la culture, etc. Et donc, ces villes sont des exemples, ces lieux sont des exemples de ce qu'il ne faut surtout pas faire, de ce qu'il faut essayer d'anticiper avant que ça s'effondre. Parce que quand on regarde une ville comme Détroit, il y a des choses extrêmement intéressantes dans cette logique de transition vers une société post-industrielle,
mais le chemin a été d'une violence terrible. Quand on reprend par exemple le film, c'est pas sur Détroit, c'est sur une ville à côté, la ville de Flint, le film de Michael Moore, je crois que c'est Roger and Me, dans les années 80, et il montre l'effondrement social et les conséquences humaines terribles dans la ville de Flint avec les fermetures des usines automobiles, etc., qui ne sont pas du tout anticipées, et la folie croissanciste des élus locaux qui essaient de relancer l'économie avec des trucs toujours plus absurdes, et puis on essaie de relancer l'économie et plus ça s'effondre, et au bout du compte, on voit les gens qui sont expulsés de leur logement, on voit la violence, on voit la misère qui s'étend, on voit les écoles qui sont transformées en prison, etc. Et puis c'est une fois que tout s'est effondré, tout a été détruit, que finalement il y a eu quelques petites initiatives qui ont, dans des logiques de survie, qui ont essayé de mettre en place des productions locales. On a transformé une ancienne usine en atelier vélo, on fait du jardin urbain, etc., etc. Ce qui est très bien. Mais l'enjeu de la décroissance, c'est vraiment de dire évitons tout ce long chemin d'effondrement économique avec les conséquences violentes et dramatiques que ça génère. Donc nous, la différence, elle est vraiment entre décroissance choisie, c'est-à-dire démocratiquement, on anticipe l'effondrement, démocratiquement, on met en place petit à petit des transitions, on met en place, on se désintoxique petit à petit à notre besoin de toujours plus de croissance, toujours plus d'énergie fossile, etc., plutôt que d'attendre d'être vraiment dans des situations dramatiques et de le faire de manière forcée. Oui, bon, là on est sur des définitions de mots, décroissance, oui. Récession. Dans le Petit Robert, le mot décroissance est défini ainsi. État de ce qui décroît. Synonyme, déclin, diminution. Antonyme, croissance, augmentation. Pour le mot récession, nous avons ralentissement du rythme de la croissance de l'activité économique. Il semblerait donc, d'après le Petit Robert, que la récession et la décroissance soient quasiment synonymes, la notion de décroissance étant plus générale et la notion de récession indiquant une décroissance de nature spécifiquement économique. Pensez-vous dans ces conditions, et vu l'usage qui est fait du mot récession et du mot décroissance, qu'il faille rectifier le dictionnaire? Il ne faut pas rectifier le dictionnaire, il faut rajouter une définition au mot décroissance, puisque tel qu'on utilise ce mot décroissance depuis le début des années 2000, on lui a donné une autre définition. C'est un outil sémantique qui a pour objectif d'ouvrir un débat de société. C'est un outil sémantique aussi qui définit derrière une nouvelle pensée politique multidimensionnelle qui a pour objectif d'initier ces transitions vers de nouveaux modèles de société. Et donc c'est un choix. Alors il n'y a jamais de mots parfaits. On pratique des langues vivantes, c'est-à-dire que c'est des langues qui évoluent au fil du temps, et c'est un des défauts du mot décroissance, c'est qu'il peut être interprété comme étant récession, alors que ce n'est pas du tout le but de notre propos. On aurait peut-être dû parler d'accroissance, pour dire qu'il faut sortir de la religion de la croissance, il faut se désintoxiquer de toutes nos dépendances à la croissance. Oui, mais justement, ne peut-il pas y avoir une confusion entre ceux qui lisent décroissance comme la définition du dictionnaire, et ceux qui entendent certains groupes décroissants utiliser ce mot dans une autre acception? Bien sûr qu'il peut y avoir confusion, on le regrette, mais arriver à imposer de nouvelles idées, arriver à ouvrir des débats constructifs en utilisant des mots où on se comprend, c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est jamais simple. Des confusions, il y en a partout sur beaucoup de mots. Enfin, comme il y a énormément de confusion sur le mot croissance, aujourd'hui le mot croissance est utilisé à tout bout de champ par nos politiques dominants, par les économistes, par les journalistes, etc., avec énormément de confusion, puisqu'on ne sait jamais ce qu'on y met derrière. Donc un des enjeux de la décroissance aussi, c'est d'essayer, à travers cet outil provocateur, c'est d'essayer d'aller plus loin, et qu'on appelle ça décroissance ou autrement, c'est d'essayer de savoir de quoi on parle et d'ouvrir de vrais débats. D'après vous, une société privée de l'essentiel de ses ressources énergétiques et minérales, par suite d'un assèchement géologique, serait-elle en situation de récession ou de décroissance? Elle serait, alors c'est assez compliqué parce que c'est ni l'un ni l'autre. C'est peut-être ce qui nous pend au nez, c'est vraisemblablement ce qui nous pend au nez. Situation d'assèchement minéral et... Ce serait pour moi l'effondrement de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ce qui ferait la différence entre récession et décroissance, ce serait comment, démocratiquement, on anticipe cette transformation. C'est-à-dire
d'un point de vue agricole à l'échelle européenne, par exemple aujourd'hui, c'est-à-dire face à l'appauvrissement des sols que l'on connaît, qui résulte de l'agriculture intensive mise en place depuis plusieurs décennies. C'est est-ce qu'on attend de ne plus avoir d'énergie fossile, des sols morts, et de ne plus être capable de produire d'alimentation pour pouvoir nourrir les populations qui sont présentes. Ça, c'est les résultats d'une récession violente, subie, avec des conséquences qui risquent d'être terribles. Ou au contraire, la décroissance, c'est on anticipe et on regarde comment on peut faire revivre ces sols petit à petit, comment on peut développer, expérimenter, mettre en place d'autres formes d'agriculture qui protègent les sols, qui anticipent les érosions, etc. et qui, de la même manière, permettent, de manière sereine, de manière non violente, de manière démocratique, permettent de sortir de nos dépendances aux énergies fossiles et d'éviter des chocs importants qu'on risque de subir si on ne change pas de modèle agricole ou modèle économique. Mais vous parlez d'anticipation, ne peut-il pas y avoir tout simplement adaptation au fur et à mesure, par exemple, qu'il y a moins de pétrole, au fur et à mesure qu'il y a moins de matières minérales, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une adaptation progressive et en temps réel à la diminution de l'offre énergétique? C'est ce qu'on observe, par exemple, on parlait du cas de la Grèce il y a quelques minutes. Le cas de la Grèce, je pense, est intéressant où on se rend compte que la récession n'est pas subie de manière égale par tout le monde. C'est-à-dire que la grande majorité des populations souffrent, subissent la récession et ses conséquences, ont un accès aux énergies qui est en diminution. Et donc ils sont obligés, eux, de s'adapter de manière extrêmement violente. Mais à côté, c'est pas une adaptation pour les plus riches, puisque les plus riches continuent à avoir le mode de vie de la société occidentale, et voire même s'enrichissent sur cet effondrement. Et un des enjeux de la décroissance, on peut appeler ça adaptation, transition, transformation de la société, un des enjeux de la décroissance, c'est vraiment de le faire en diminuant les inégalités, et le faire de manière démocratique et anticipée. Oui, ça peut être une forme d'adaptation, sachant qu'au bout du compte, une transition, c'est une forme d'adaptation, c'est qu'au bout du compte, on fait des pas de côté et on est sorti de ce modèle de société dépendant des énergies fossiles, de la croissance, etc. Pensez-vous que la décroissance, telle que vous la définissez, doit être imposée avec l'aide de la loi, par exemple par une majorité parlementaire face à une autre partie de la population qui ne le souhaiterait pas? Je vous pose cette question parce que certaines personnes éloignées de vos idées, les ultralibéraux par exemple, pensent que les décroissants veulent imposer la décroissance de force pour tout le monde. Ça a toujours été une critique qui a été faite à la décroissance par des gens qui n'ont vraisemblablement jamais pris le temps de lire nos textes, parce que je crois que à quelques exceptions près qui sont archi minoritaires, je crois que dans la pensée de la décroissance, dans la pensée même des gens qui ne se revendiquent pas de la décroissance mais qui posent les mêmes questions que nous, que ce soit l'après-développement, que ce soit la transition, etc. Je crois qu'au cœur de toutes ces réflexions, on retrouve toujours quelque chose de central, qui est un pilier vraiment sur lequel on construit notre projet de transformation de la société, nos projets, c'est la démocratie. Et on a souvent été accusés d'être des dangereux Khmers verts, etc. Dans les faits, on peut reprendre l'exemple de la Grèce que je prenais à l'instant, c'est le fait de ne pas avoir de démocratie, de ne pas mettre sur la table les véritables enjeux et d'ouvrir les vrais débats de société qui devraient être ouverts, qui ouvrent les portes à une minorité qui s'approprie toujours plus de ressources. On vient d'avoir un chiffre qui est sorti il y a quelques mois qui dit 1% de la population mondiale qui possède 50% des biens. On a ces chiffres qu'on reprend souvent dans la décroissance, 20% de la population mondiale qui s'approprie 87% des ressources naturelles, ou plus de 80% des ressources naturelles. Et je crois qu'un des enjeux de la décroissance, c'est de poser ces questions-là. C'est de relocaliser nos productions, relocaliser nos choix démocratiques, relocaliser nos systèmes économiques, pour, dans une société relocalisée, rompre avec ces formes de domination d'une minorité sur une majorité de la population, domination de tous sur la planète, et retrouver des équilibres. Alors par la loi, il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites par la loi, ça doit se faire de manière non violente, de manière continue dans le temps. Nous on parle par exemple de la mise en place d'un revenu maximum acceptable, on parle dans notre livre d'un ratio de 1 à 4.
Alors c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place du jour au lendemain comme ça, à moins d'avoir des conséquences extrêmement violentes. Par contre, la mise en place de ce type de limites, la mise en place de certaines contraintes dans le temps, la mise en place de taxations importantes sur des choses qui sont aujourd'hui néfastes à la société, comme la publicité, comme l'obsolescence programmée, comme les gadgets, etc. La législation peut jouer un rôle. Une fois de plus, ça dépend comment c'est mis en place, dans quelle dynamique démocratique, dans quelle dynamique de transformation culturelle, et comment on gère la remise en question du droit de propriété, la remise en question des inégalités aujourd'hui qui sont intolérables, comment on gère ça de la manière la moins violente possible. Donc vous seriez favorable à une interdiction de la publicité, par exemple, une interdiction législative? Moi je pense que je serais favorable à l'ouverture d'un débat de société très large sur la place de la publicité dans nos sociétés, sur le fonctionnement de la publicité dans nos sociétés, sur quels outils de manipulation ils utilisent pour nous faire désirer, consommer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et au bout de ce type de débat de société très large, de prendre des décisions démocratiques sur qu'est-ce qu'on fait. Comment la publicité peut jouer un autre rôle dans la société, voire être diminuée, interdite, etc. Ce qui n'enlève pas la place, c'est important d'avoir non pas de la publicité, mais de la communication, d'avoir de l'information. Et aujourd'hui, quand on voit que l'ensemble des médias sont dans les mains de multinationales, sont dépendantes de la publicité, quand on voit l'agression publicitaire qui est présente extrêmement partout, il serait essentiel, salvateur, d'avoir un vrai débat de société sur la place de la publicité. Et ensuite, on peut mettre en place, nous ce qu'on préconise, c'est une suppression de la publicité telle qu'elle fonctionne aujourd'hui comme outil de manipulation, comme outil de colonisation des imaginaires, et de réappropriation démocratique, réappropriation pour y donner du sens, de toute la créativité, de tout le savoir-faire, de toutes les compétences de ces dizaines, centaines de milliers de personnes qui travaillent aujourd'hui en France, en Europe, dans la publicité. Et peut-être qu'eux aussi, beaucoup d'entre elles, retrouveraient un autre sens à leur vie d'utiliser leurs compétences, d'utiliser leur connaissance du fonctionnement du cerveau humain, de la psychologie sociale, etc., pour non pas nous faire acheter des saloperies, pour non pas nous frustrer, mais au contraire peut-être pour initier des dynamiques vers plus d'autonomie, vers plus de convivialité, vers plus de choix démocratique, vers plus d'émancipation, vers plus d'autodétermination. Mais concrètement, cette loi contre la publicité, elle prendrait quelle forme? Qu'est-ce qui serait interdit, qu'est-ce qui serait autorisé? Ce qui serait d'abord envisageable, c'est, comme je disais, la première étape pour moi, c'est d'ouvrir un vrai débat de société. Informer les gens sur qu'est-ce que la publicité, combien d'argent il y a dedans, combien de personnes travaillent dedans, ces personnes travaillent pour quels intérêts, elles travaillent de quelle manière, quel choix on a par rapport à l'agression publicitaire, dans la rue, dans les espaces publics, dans le métro, à la télévision, dans les médias, etc. Et puis à partir de là, on peut proposer différents scénarios. Moi je serais pour la mise en place, dans une logique de transition, de la mise en place d'une taxation extrêmement forte, progressive, sur la publicité. Et petit à petit de transformer la publicité en quelque chose... Taxation, c'est pas interdiction. Taxation, ça veut dire de l'argent qui va où, par exemple? Prélevé par l'État pour... Par exemple, on pourrait mettre en place une taxation progressive qui deviendrait à un moment donné suffisamment forte pour que la publicité devienne marginale, et l'argent qui serait ainsi investi servirait à financer la transition, servirait à financer les personnes qui perdraient leur emploi, qui sont aujourd'hui dans la publicité, et qui pourraient faire un travail qui est quelque chose de fondamental dans une démocratie, et qui aujourd'hui fait de plus en plus défaut, un travail d'information, un travail de journalisme, un travail de communication entre les personnes, etc. Et puis aussi, dans les publicitaires, je crois qu'il y a énormément de gens qui ont un talent formidable en termes de créativité, en termes d'imagination, et là aussi on a besoin d'avoir de la créativité, on a besoin d'avoir de... Il y a beaucoup de publicitaires, par exemple, aujourd'hui, qui sont obligés de faire des films publicitaires. Beaucoup de réalisateurs de films sont obligés de faire des films publicitaires pour pouvoir survivre. Je pense qu'ils auraient plus vocation à faire des films qui ont du sens, plutôt que de manipuler les personnes pour les faire désirer des choses dont on n'a pas besoin. Donc c'est plutôt l'outil fiscal dont vous parlez, plus que de l'interdiction législative? Moi je dirais l'outil arrive après le débat politique. Nous avons bien compris, mais ensuite, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures,
vous êtes plutôt favorable à des mesures de type fiscal qu'à des mesures de type législative. C'est-à-dire on a le droit, on n'a pas le droit, ou bien on a le droit mais on paye. C'est notre... Moi je me méfie toujours des interdits. Ah, c'est une question. Hein. Ouais, je me méfie toujours des interdits, puisque les interdits on les contourne toujours. On le voit dans notre société qui est dominée par le droit qui est fait très souvent par des dominants. Et la fiscalité aussi des fois, il y en a qui savent la contourner. La fiscalité aussi. Donc nous on est plutôt, enfin moi mon approche est plutôt sur une transformation culturelle, sur une réappropriation du sens, que vraiment l'interdiction ou la taxation comme étant la première étape. C'est-à-dire que ça doit s'inscrire dans une dynamique où les choses sont déjà en place. De la même manière, quand on parle de gratuité, quasi-gratuité du bon usage d'un certain nombre de ressources et renchérissement de leur mésusage, pour nous, pour moi, c'est plus des outils de repolitisation que vraiment une fin en soi. C'est-à-dire qu'on ne construit pas la société sur la législation, c'est la législation est là pour appuyer des dynamiques culturelles, des dynamiques de sens qui sont déjà présentes dans la société. À l'occasion de la Coupe du monde de football, vous avez co-signé un texte très critique envers le sport de haute compétition, allant même jusqu'à considérer qu'il était un véritable support de la croissance. Vous dites notamment qu'il faudrait en finir avec le professionnalisme et interdire les sports motorisés. Comment comptez-vous vous y prendre et n'est-ce pas quelque peu coercitif ? Je crois qu'on assiste à quelque chose d'assez remarquable et très spectaculaire au Brésil avec cette Coupe du Monde. On a eu Sochi en Russie il y a quelques mois avec les Jeux Olympiques, et là maintenant on a la Coupe du Monde de football au Brésil. Et il y a eu un très bon papier d'ailleurs qui est sorti sur le même média. On a publié notre tribune critique envers le sport. On critique le sport, on dit qu'il faut revenir au jeu. Et il y a eu un très bon article sur la décroissance au Brésil, où un de mes amis a été interviewé dans cet article, et je chattais avec lui il y a quelques jours là, sur Internet, et je lui disais quelle est la situation au Brésil. Et les médias occidentaux n'en parlent pas du tout. Il y a interdiction, pendant la Coupe du Monde, de se réunir au Brésil. Et au nom du sport, au nom de la croissance, au nom des sponsors qu'il y a derrière, au nom d'enjeux économiques monstrueux, ce qui était au départ un jeu, puisque moi en plus j'ai cette contradiction très forte, c'est que j'aime le jeu, le football, c'est un sport d'équipe, en plus il y a un échange, il y a des savoir-faire, il y a de la technique, il y a de la créativité, il y a de la solidarité, il y a quelque chose de magnifique autour du jeu, le football en lui-même, qui est gâché, détruit par le business qui est derrière, ce qui fait que par exemple pour le match d'ouverture, il a fallu que l'arbitre fasse gagner le Brésil pour éviter l'explosion sociale et que le business as usual puisse continuer. Et quand on voit ce qui est la violence policière de ces derniers mois au Brésil, la violence policière aujourd'hui présente dans un contexte social extrêmement dur, quand je vois qu'on est en train de violemment casser tout ça, au nom du business, au nom de la société du spectacle et au nom du sport, je trouve ça dommage. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le constat que vous faites de la façon dont ça se passe au Brésil, mais lorsque vous dites qu'il faudrait en finir avec le professionnalisme, ça va quand même un petit peu plus loin que cet exemple du Brésil, et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment est-ce que vous voyez ça ? Là c'est pareil, nous on est pour la mise en place d'un revenu inconditionnel d'existence, ou plutôt d'une dotation inconditionnelle d'autonomie. On va en parler. Que toucherait aussi les footballeurs. Et il faut rompre un peu avec ce délire, Ça passerait par une interdiction là, à ce moment-là. Pas une interdiction, une sortie du système, mais là aussi c'est une sortie lente qu'il faut, parce que l'interdiction du jour au lendemain n'aurait pas de sens, je pense. Par Même contre, si une ouverture de débat. On a pu voir par exemple comment la professionnalisation, c'est intéressant, on a pu l'observer de manière assez forte puisque ça arrivait beaucoup plus tard par rapport à tous les autres sports, la professionnalisation dans le rugby. Comment les rapports humains, le rapport à l'autre, le rapport à la convivialité, le rapport au jeu, le rapport à la troisième mi-temps, etc., s'est transformé avec la professionnalisation. Même sur la manière dont le jeu est pratiqué, c'est devenu beaucoup plus physique, beaucoup plus puissant, etc. Et la professionnalisation, je ne suis pas sûr qu'elle
si ce n'est de créer des mythes de la société du spectacle, si ce n'est de faire rêver les jeunes autour des salaires monstrueux, des grandes stars de football, de basket, etc. La professionnalisation, je ne suis pas sûr qu'elle génère du bien-être, du sens, de la convivialité. Et nous, c'est ce qu'on met dans notre papier. On a envie de revenir à l'essence du jeu. D'accord, mais comment on fait pour en sortir de la professionnalisation? Transformation de la société, sortir de... C'est ce qu'on propose autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est ce qu'on propose autour de la transition vers des sociétés d'accroissance, c'est-à-dire petit à petit, mettre en place un revenu maximum acceptable, mettre en place un revenu inconditionnel d'existence, relocaliser nos activités économiques, etc. Et petit à petit rompre avec la société du spectacle. Et donc le sport pourra se perpétuer, les gens pourront avoir beaucoup de plaisir à pratiquer des jeux de haut niveau, etc. Mais ça ne se passera plus avec tout un barnum économique et sécuritaire, comme on le voit actuellement au Brésil, où c'est l'argent public, c'est-à-dire la police, l'armée, qui est là pour canaliser violemment les populations pour que le business as usual puisse se perpétuer avec derrière les marques comme Coca-Cola ou la bière de la FIFA qui sont vendues dans un pays où les gens ont l'habitude de vivre dans la rue, de danser, écouter la musique dans la rue et boire de la bière. Et ils ne peuvent même plus faire ça en période de Coupe du Monde. Mais supposons qu'une organisation, une entreprise décide d'embaucher des footballeurs pour jouer au football et de faire payer des visiteurs pour venir les voir, ça s'appelle de la professionnalisation. Comment faire pour empêcher ça? On n'a pas à l'empêcher. On n'a pas à l'empêcher. Par contre, il faut rompre avec les excès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit l'argent public qui soit utilisé pour financer et la police et l'armée pour que le show puisse avoir lieu. D'accord. Donc un sport professionnel dans lequel il n'y aurait aucun argent public, vous ne voyez rien à redire? Oui, que ça puisse se perpétuer. On ne va pas interdire, mais ça restera à la marge. C'est-à-dire que ça ne sera pas central. Ce ne sera pas quelque chose où, quand on se balade aujourd'hui le soir dans toutes les grandes villes du monde, toutes les villes du monde, il y a des écrans partout. Même les bars, il restait quasiment plus de bars dans nos sociétés où il n'y avait pas d'écran. À la période de Coupe du Monde, ils ont mis des écrans. Donc, Orwell l'avait imaginé, le football le fait. Mmh. Alors, à propos du revenu de base dont vous venez de parler à plusieurs reprises, cette idée d'un revenu de base garanti est devenue aujourd'hui presque consensuelle. Des propositions émanant d'ailleurs de presque toutes les tendances politiques. En quoi cette mesure que vous préconisez peut-elle constituer, comme vous l'écrivez, un véritable projet de décroissance? Alors je ne suis pas sûr que ce soit consensuel, parce que même au sein de la décroissance, il y a des débats, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. L'idée d'un revenu de base. Il y a des gens qui sont contre le revenu de base, oui, au sein de la décroissance, et puis à gauche, chez les écolos, etc. Et c'est tant mieux, parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette idée, on la retrouve un peu dans toutes les tendances politiques. C'est vrai qu'on la retrouve, on la voit émerger. Voilà. Et ces 4-5 dernières années, on l'a vraiment vu arriver de manière assez forte. Alors, nous, on est très prudents, comme toujours, on ne met pas l'outil avant le projet. C'est-à-dire que ça peut être un outil économique, techniquement facile à mettre en place, qui à un moment donné, dans une dynamique de transformation de la société, peut être intéressante. Alors, elle nous paraît intéressante pour plusieurs raisons. Celle qui nous semble la plus importante, c'est on vit dans les sociétés aujourd'hui dominé par la peur économique, la peur du lendemain, la peur de perdre son emploi, la peur du chômage. Si on perd son emploi, on ne peut plus rembourser son prêt, on est expulsé de sa maison. La peur pour ses enfants, enfin, des statistiques qui sont quand même assez effroyables quand on voit le 50% de chômage chez les plus jeunes en Espagne, par exemple. Donc on pense que dans cette société dominée par la peur économique, dans cette société dominée par les plans d'austérité, par la récession, etc., un revenu de base peut être un outil pour se réapproprier de la sérénité, un sentiment de sécurité, et donc de repolitisation. Parce qu'on n'a pas de démocratie sans confiance, on n'a pas de solidarité sans sécurité dans une société. Donc on pense que ça peut, et je dis bien on n'est pas sûr, que ça peut. Ça peut être un outil intéressant
dans le cadre d'un projet de transformation de la société, d'un projet de décroissance. Et il peut être pertinent à condition qu'il y ait déjà des dynamiques qui soient en place. Donc nous on dit, un revenu inconditionnel d'existence doit être mis en place dans une société en s'appuyant sur la transition qui est déjà en marche, en s'appuyant sur les alternatives concrètes qui sont déjà en cours, en s'appuyant sur une dynamique d'un autre rapport à la consommation dans la société, en s'appuyant aussi sur la disparition petit à petit de la publicité telle qu'elle existe dans la société, c'est-à-dire que le revenu inconditionnel d'existence pourrait être un formidable levier pour des productivistes, pour relancer l'économie. Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement les caractéristiques du revenu inconditionnel d'autonomie, que vous appelez dotation inconditionnelle d'autonomie, que vous préconisez? Alors nous, je vais peut-être être un peu plus long pour bien expliquer les choses. Ce que l'on préconise, nous, c'est une dotation inconditionnelle d'autonomie. Et la dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est un peu comme un revenu inconditionnel d'existence ou d'autonomie. C'est-à-dire qu'on donne de la naissance à la mort ce que l'on considère de manière inconditionnelle, ce que l'on considère... De la naissance à la mort, c'est-à-dire à partir de l'âge de 1 an. De l'âge d'1 an, de la naissance. Ce que l'on considère comme étant nécessaire pour avoir une vie décente et frugale. Et contrairement au revenu inconditionnel d'autonomie ou d'existence, la dotation est à la fois donnée en argent, en euros, en monnaie nationale, mais aussi en monnaie locale, régionale, différents types de monnaies, et en droit d'accès et droit de tirage. Et c'est un outil qui n'est pas une fin en soi, parce que c'est avant tout pour nous aussi un outil de repolitisation, un outil de transition. C'est-à-dire qu'à travers sa mise en place petit à petit, dans le temps, on transforme nos systèmes économiques, on transforme nos productions, on transforme nos échanges, on se réapproprie des savoir-faire, etc. Quel montant? On n'a pas de montant. Le critère, c'est vraiment avoir une vie, il faut que ce soit suffisant pour pouvoir arrêter de travailler si on le décide. Il y a des chiffres qui sont proposés dans différents documents ou livres sur la décroissance d'entre 750 € par mois et 1500. C'est ça. Alors après, nous, on est assez proche des travaux et réflexions de Baptiste Milondo par rapport à ça, qui a fait plusieurs calculs, en proposant une certaine somme, en regardant combien ça représente par rapport... 1000 € par mois. Voilà, pour l'ensemble de la population dans un pays comme la France, comment le financer, etc. Je dirais que nous, toutes ces questions techniques nous intéressent un peu moins. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le sens qu'on y met derrière. C'est pourquoi mettre en place un revenu inconditionnel d'existence. Et comme je disais, on pense que ça peut être un outil de repolitisation intéressant, un outil pour permettre aux populations de se remettre dans une logique de solidarité, se réapproprier de l'espoir et être acteur de la transformation de la société, transformation gigantesque que l'on doit faire aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre, ce revenu inconditionnel, il est donné quelle que soit l'activité, quels que soient les revenus de la personne. Une personne qui aurait par exemple des revenus substantiels aurait quand même la dotation. Exactement. D'accord. Mais nous, on couple systématiquement la mise en place d'un revenu inconditionnel d'autonomie ou dotation inconditionnelle d'autonomie à la mise en place d'un revenu maximum acceptable. Comment voyez-vous concrètement le financement de cette dotation inconditionnelle d'autonomie? On pense que ce n'est pas une vraie question, que c'est une question de choix politique. On est dans des sociétés qui n'ont jamais été aussi riches matériellement, et pourtant il y a encore une part énorme des populations qui n'ont pas le minimum pour avoir une vie décente. Donc on pense que c'est une question de choix politique. On sait financer, donc je renvoie là aussi aux études de Baptiste Milondo, et puis il y a beaucoup d'autres études. On saurait financer sans aucun problème ce qui est nécessaire pour que tout le monde ait une vie décente dans nos sociétés. Alors nous on s'intéresse à la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui n'est pas donnée qu'en argent, c'est-à-dire que l'argent ça ne se mange pas, l'argent ça ne chauffe pas un logement l'hiver. La dotation, c'est plus se poser la question de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage. Et là c'est beaucoup plus complexe, c'est localement, est-ce qu'on est capable de produire suffisamment de nourriture avec des formes d'agriculture différentes, avec une répartition des tâches difficiles différentes, avec un partage différent, c'est comment on met en place ce type de société. De la même manière pour les logements, de la même manière pour
les énergies, pour l'eau, pour les outils, pour les habits. Donc là, c'est vraiment repenser en profondeur dans une logique de transition, petit à petit, en relocalisant nos productions, à travers une relocalisation ouverte, avec des échanges aussi, avec des solidarités. Comment on peut construire ce type de société où on est capable de donner à toutes et à tous, de la naissance à la mort, le choix d'autodétermination, et puis ce qui est nécessaire pour avoir une vie décente. C'est vraiment ce qui nous anime. Et dans la mise en place d'une telle dotation inconditionnelle d'autonomie, on a développé donc différentes étapes de mise en place qui nous semblent pertinentes, mais qui sont données juste à titre d'exemple, parce que c'est dans ce qu'on a mis dans notre livre, un projet de décroissance, et c'est en aucun cas un programme clé en main, c'est des pistes de réflexion, des propositions décentralisées, qui peuvent être mises en place petit à petit, avec différentes étapes, en fonction des conditions locales, avec différentes stratégies, avec différents types de discussions, etc. Donc on développe des scénarios, et ce qui est pour nous la base de cette transformation et de la mise en place d'une telle dotation, c'est vraiment le partir des mouvements locaux, c'est vraiment partir de cette transformation de la société qui est déjà en place, autour des alternatives concrètes. Et on a une dynamique, on a un vivier de personnes qui sont déjà en train de construire la société de demain, et il faut leur donner par la loi la possibilité de pouvoir continuer leur démarche, et non pas faire à leur place. Que la dotation inconditionnelle d'activité soit donnée entièrement en argent ou en argent avec une partie en argent, une partie en nature et une partie en prestation de service, il n'empêche qu'il y a une valorisation de l'ensemble. Si on envisage par exemple une valorisation de 1 000 € par mois et par personne, 62 millions d'habitants, sur 365 jours, on arrive à peu près au chiffre de 800 milliards. Le PIB actuellement, c'est 2000 milliards, donc on est à un gros tiers du PIB. Est-ce que ce chiffre vous interpelle ou pas? Moi, il ne m'interpelle pas particulièrement, puisque la question, elle est vraiment, c'est pas de savoir une question monétaire, parce que le PIB ne calcule pas tout, le PIB calcule des choses qui sont néfastes. Une fois de plus, l'argent ne se mange pas, l'argent ne chauffe pas un appartement l'hiver. Donc la question, elle est, est-ce qu'on est capable de, en France, au jour d'aujourd'hui, de mettre en place des législations qui permettent à toutes et à tous d'avoir un logement décent? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable, en France, ou dans n'importe quel pays, d'avoir un système alimentaire, agricole, de répartition, etc., qui permet à toutes et à tous de se nourrir sainement? Est-ce qu'on est capable d'avoir un système énergétique qui permette à tous et à tous d'avoir les énergies nécessaires pour avoir une vie décente? La question est vraiment celle-là. Donc ce n'est pas une question monétaire. C'est-à-dire que l'argent, on peut aller en chercher. On peut aller en chercher en faisant tourner la planche à billets, on peut aller en chercher en mettant en place des fortes taxations, revenu maximum acceptable que j'évoquais tout à l'heure, on peut aller en chercher à travers le redéploiement d'un certain nombre aujourd'hui d'argent public investi dans des services publics, etc., qui peuvent être intégrés au revenu inconditionnel d'existence. Donc c'est pas tant une question monétaire qu'une question vraiment de choix politique et de réorganisation de notre système de production, de partage des tâches difficiles, de réflexion sur quelle empreinte écologique derrière pour avoir une vie décente en France. Qu'est-ce qu'une vie décente? Quel niveau de consommation? Donc c'est plus des questions beaucoup plus complexes. Alors, à propos de ce revenu maximum autorisé, RMA, que vous préconisez, que vous couplez à la DIA, ce RMA consiste à prélever, vous allez me dire si je me trompe, à prélever intégralement tous les revenus au-delà d'un certain montant. Ne craignez-vous pas que cette mesure, très autoritaire et qui instaure en quelque sorte l'impôt roi, ne vienne renforcer vos détracteurs qui vous prêtent des intentions autoritaires et étatistes? Alors, le RMA, on le propose pour des raisons évidentes de justice sociale et environnementale, c'est-à-dire que nous pensons qu'aujourd'hui, le mode de vie des plus riches est ni souhaitable, ni soutenable, ni généralisable.
pour des raisons d'égalité, on peut avoir aujourd'hui des modes de vie des plus riches parce qu'à côté, il y a des gens qui sont exploités, il y a des ressources qui sont pillées, qui permettent à ces personnes de vivre avec une empreinte écologique de 10, 15, 20, 30 planètes pour les oligarques les plus riches. Donc, pour ces raisons de justice sociale et environnementale, on pense qu'il est souhaitable de mettre en place un revenu maximum acceptable. Et on pense qu'il est d'autant plus souhaitable d'en mettre un pour des raisons culturelles, pour rompre avec nos imaginaires colonisés par cette croyance illusoire que le mode de vie des plus riches est un objectif en soi, pour toutes et tous. Que le mode de vie des plus riches est ce qui est à suivre pour atteindre le bonheur, pour être heureux dans la société. Et à travers ce mode de vie des plus riches, qui est en permanence montré, on parlait du football tout à l'heure, qui est en permanence montré dans les médias, au cinéma, à la télévision, etc., ce mode de vie des plus riches est un outil de colonisation de nos imaginaires, crée des frustrations, nous fait désirer des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Donc on pense que c'est souhaitable pour rompre avec cette rivalité ostentatoire institutionnalisée dans la société, pour revenir aussi à ce que Esterlin, ce qu'on appelle le paradoxe d'Esterlin, c'est-à-dire que le niveau de bien-être dans une société, on a pu l'observer à travers différentes études, est dépendant du niveau d'inégalité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des très riches que si on accepte d'avoir de fortes inégalités. Donc on pense qu'il faut trouver des sociétés où on trouve des équilibres, où on rompt avec l'hubris. Donc on se donne des limites pour les plus riches, pour nous-mêmes, il y a des choses, on dit non, au-delà de ça, on n'y va pas, parce que ça n'a pas de sens, parce que ça génère de l'exploitation, parce que ça génère des frustrations, ça génère du mal-être. Et en même temps, on se donne un minimum où on se dit, une société civilisée, ce doit être une société digne, où on ne tolère pas que des gens n'aient pas le minimum pour avoir une vie décente. Donc un des enjeux de nos réflexions autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie couplée à un revenu maximum acceptable, c'est de penser une société dans le cadre d'une empreinte écologique soutenable, une société où on a des inégalités qui sont réduites, qui permettent à toutes et à tous d'avoir des choix de vie différents, d'avoir un choix d'autodétermination, avoir un choix de mode de vie qu'ils souhaitent, avec des limites qui permettent d'éviter des dominations et des violences systémiques, économiques, d'exploitation, etc., telles qu'on le voit aujourd'hui dans notre société. Donc non à la liberté de s'enrichir. Non, la liberté de s'enrichir, je ne suis pas sûr que ce soit une liberté. À partir du moment où on s'enrichit, on va exploiter d'autres personnes. Donc c'est pas de la liberté, puisqu'on on atteint à la liberté des autres. C'est une illusion de liberté. Et c'est ce qu'on nous fait croire dans ce modèle de société. Et je me souviens, j'avais une question dans une interview où ça revient très souvent dans les débats publics sur la décroissance ou les interviews des journalistes, c'est est-ce que vous remettez en cause la liberté de consommer? Et moi souvent ce que je réponds c'est la personne qui souhaite utiliser son 4x4, il a la liberté de le faire, mais il a d'autant plus la liberté de payer le prix, pas en termes d'argent, mais le prix environnemental, humain qui a derrière l'utilisation du 4x4. Et si on devait payer véritablement ce prix dans l'utilisation quotidienne d'un certain nombre de certaines pratiques quotidiennes de consommation, je pense que on se réapproprierait d'autres libertés de ne pas le faire, parce qu'on ne souhaiterait pas aller se battre pour pouvoir trouver du pétrole pour mettre dans le 4x4, aller travailler à l'usine dans des conditions difficiles pour fabriquer ce 4x4, aller récupérer dans des mines les matériaux dont on a besoin pour ce 4x4, et puis après faire tout le travail de recyclage de ce 4x4. Donc c'est vraiment une illusion de liberté de consommer, et un des enjeux autour de nos réflexions, autour de la relocalisation ouverte, c'est de rompre avec ce type de domination que l'on ne voit pas. Quand on va dans un supermarché acheter quelque chose aujourd'hui, on ne voit pas dans quelles conditions les gens ont travaillé derrière pour produire ce qu'on achète, notamment, on peut penser la production de viande, qui est faite dans des conditions horribles. On ne voit pas les gens qui sont exploités dans ces usines, on ne voit pas les conséquences environnementales de ce type d'achat, etc. Et rompre avec la décroissance, se réapproprier la liberté, c'est de sortir de ce type d'illusion de liberté de consommer, qui sont derrière, en fait, des dominations terribles que l'on accepte
culturellement dans nos sociétés parce qu'on ne paye pas directement les conséquences. Illusion de s'enrichir, peut-être pas pour celui qui s'enrichit. Oui. Celui qui s'enrichit, c'est pas une illusion. Donc dans votre raisonnement, on lui interdit de s'enrichir. On ne lui interdit pas de s'enrichir. S'il veut le faire, il le fait, mais il paye le vrai prix. Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'enrichit pas si on lui prend Voilà. tout. D'accord. Bon, ça c'est l'aspect, disons, philosophique qu'il y a derrière le REMA. D'un point de vue très pratique, par contre, ne craignez-vous pas que cette mesure, si elle était adoptée, conduise à une auto-limitation des revenus, aussi bien de la part des travailleurs indépendants que des salariés, afin, précisément, de ne pas dépasser ce revenu maximal. Et donc, par voie de conséquence, priver l'État des recettes fiscales qu'il escompte pour financer notamment la DIA. Une fois de plus, les recettes fiscales, elles ne se mangent pas, elles ne chauffent pas l'appartement l'hiver, etc. C'est de l'argent, c'est un outil. L'argent est un outil. L'argent, on peut, avec différents leviers, l'utiliser pour des choses très différentes. Et on n'a pas besoin d'argent pour faire des choix politiques forts, pour faire des choix de se réapproprier des espaces, pour faire de l'agriculture de proximité, pour partager différemment ou gérer différemment l'eau, pour partager différemment les énergies, pour gérer le foncier. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de choix politique. Alors si un des risques avec la mise en place d'un RMA, c'est ce genre de phénomène que tu décris, c'est l'évasion fiscale qui est déjà très présente en France aujourd'hui. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros d'évasion fiscale. Oui, mais même sans parler d'évasion fiscale, il peut y avoir ce que j'indique, une auto-limitation. C'est-à-dire que les gens, aussi bien travailleurs indépendants que des entreprises, le montant des salaires serait plafonné à ce fameux RMA. Donc le prélèvement n'aurait pas lieu parce qu'il n'y aurait jamais de surplus qui serait acquis, soit sous forme salariale, soit sous forme non salariée. C'est pas grave parce que... ça fait des recettes en moins. Ça fait des recettes en moins, mais qu'on peut aller chercher ailleurs. C'est-à-dire que les recettes qui nous semblent importantes, c'est pas de l'argent. Une fois de plus, l'argent ne se mange pas, quoi. Les recettes qui nous semblent importantes pour l'État, c'est de redistribuer des espaces pour faire des choses. C'est de dire, par exemple, dans une ville, là où on est aujourd'hui, c'est non pas d'aller chercher des recettes fiscales en créant toujours plus d'entreprises ou de productivisme, etc. C'est de dire, non, on va se réapproprier cet espace pour le mettre à disposition des populations qui peuvent en faire un usage qui a du sens. L'agriculture urbaine, un espace culturel, etc. Donc c'est vraiment de faire un pas de côté, c'est de sortir de la religion de l'économie. Et aujourd'hui, on a des politiques qui sont incapables de penser à l'extérieur de l'économie. Et alors que le choix politique est là pour utiliser l'outil économique, l'argent et d'autres outils économiques, pour mettre en place des politiques et non le contraire. Et les réflexions qu'on a autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est de sortir de la religion de l'économie pour se réapproprier le sens, pour poser la question des communs, des biens communs, pour poser la question du partage, pour poser la question du droit d'usage par rapport au droit de propriété de manière non violente et démocratique, et poser la question aussi d'un plus grand contrôle démocratique sur les outils économiques qu'on met en place, les systèmes d'échange, des monnaies locales, d'autres monnaies, sur la question de la place d'une banque centrale dans nos sociétés, la place des banques, la place de la création monétaire. Elle est mise en place pour quels intérêts, avec quel contrôle démocratique. Et c'est vraiment là où il y a les plus gros blocages, je crois, aujourd'hui dans cette société, c'est que les politiques sont incapables de sortir du carcan économiciste pour penser. On le voit aujourd'hui avec cette imposture de la dette, truc qui est apparu dans tous les discours politiques ces dernières années. Au nom de la dette, on en arrive à supprimer l'éducation. Au nom de la dette, on détruit la santé, on détruit la culture, on ferme les médias publics en Grèce. C'était quand même allé à un niveau totalement délirant. Alors que la dette, c'est une création, c'est une abstraction, c'est pas quelque chose de réel. Le réel, c'est la fin du pétrole. Le réel, c'est sur tel territoire, quel espace agricole on peut avoir pour produire quelle nourriture, pour combien de personnes, etc. Le réel, il est vraiment là. Et on a dans nos imaginaires colonisés par l'économie ce blocage où on nous fait croire que le réel, c'est la dette, c'est l'évasion fiscale, c'est les multinationales. Et il faut totalement rompre avec ça. Merci Vincent. Merci.